Avril 2005, journée d'ouverture du baseball majeur. Pour les amateurs comme pour les joueurs, l'excitation est palpable et tous sont fébriles. C'est le temps des retrouvailles et de célébrer une nouvelle saison. Mais pour la première fois en 36 ans, les Montréalais ne seront pas invités à la fête. Avant l'entrée en scène des Expos en 1969, les amateurs de baseball de Montréal vivaient au rythme des Royaux. Club école des Pirates de Pittsburgh et ensuite des Dodgers de Brooklyn, les Royaux ont existé de 1928 à 1960. Plusieurs grandes vedettes des Dodgers sont passées par Montréal. Duke Snider, Don Drysdale, Tommy Lasorda et bien sûr Jackie Robinson. Avant de devenir le premier joueur de race noire à évoluer dans les ligues majeures avec les Dodgers de Brooklyn en 1947, Robinson a joué à Montréal en 1946 et il avait mené les Royaux à la conquête de la petite série mondiale. Montréal, fin des années 60. Une ville en pleine effervescence. Plus que jamais, elle porte son titre de métropole. À l'été 67, les yeux du monde entier sont rivés sur Montréal. L'exposition universelle de Terre des Hommes permet à la ville de se joindre au rang des grandes villes mondiales. À la suite du retentissant succès d'Expo 67, le maire Jean Drapeau a un autre projet en tête. Il veut doter Montréal d'une équipe du baseball majeur. C'est le vice-président du comité exécutif de la ville, Jerry Snider, qui obtient le mandat de convaincre les dirigeants du baseball majeur que Montréal a bel et bien sa place dans les grandes ligues. Le maire l'avait délégué pour obtenir une franchise. Puis c'était un politicien, puis c'était un bon vendeur, puis il a vendu sa salade. Quand il est parti pour le meeting à Chicago au mois de mai, partant de Montréal, il avait été, je pense, peut-être Fernand Liboiron, je pense, puis peut-être Géry Champagne de la presse, mais personne ne croyait à ça. Et puis lui, il avait fait sur papier un bureau de direction fantôme, Charles Brofman, des gros noms, le Jean-Louis Lévesque dans le temps, puis il a fait une... Mais il les avait consultés avant. Il dit, je m'en vais là, chercher une... Peux-tu mentionner vos noms? Comme les gars, ils ont tout dit oui parce qu'ils étaient sûrs que ça n'arriverait pas. Fait que le soir du 28 mai, il a annoncé à la radio à 11h que Montréal avait eu une franchise. La plus grande surprise au monde, c'est que Montréal a eu une franchise. Une franchise parce que personne ne s'en attendait. Quand on parle de surprise, déjà, le maire de la Poudre dit on va aller chercher, on va y aller. Mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de stade, il n'y avait même pas de propriétaire. Puis il a vendu sa sauce. Faut le faire, là. T'as absolument rien. Puis il a convaincu les dirigeants du baseball majeur. Montréal, c'est une grande ville. Ma ville, ma ville, ma ville. Peut-être en arrière de notre tête, c'est-à-dire, il peut peut-être avoir un débouché maintenant pour les joueurs québécois. Tu sais qu'avant, je veux dire, on regardait ça de très, très loin. Puis là, on se disait, ben, on a une équipe à Montréal, donc ils vont peut-être prendre un peu plus de talent local, mais c'était surtout de voir du baseball professionnel à Montréal. C'était fantastique. Puis là, Snyder, il venait à Montréal avec sa franchise dans ses poches. Et puis, il est allé voir tout le monde. Et puis là, Brofman, il ne savait plus quoi faire. Ça fait que finalement, là, ça a bien branlé dans le manche, tellement qu'on t'a rendu au mois d'août, puis ça avançait pas. Fait que là, il a envoyé John McHale, qui travaillait au bureau du commissaire. Le commissaire l'a envoyé pour voir ce qui se passait. Puis finalement, là, on est venu à un fil de perdre notre franchise. Réellement, là, c'était une question de jour. Le maire Drapeau et Jerry Snider avaient seulement obtenu une promesse verbale de 10 actionnaires.
L'un d'entre eux était Charles Bronfman, qui était venu bien près d'abandonner l'aventure lorsque 2 autres hommes d'affaires se sont retirés du dossier. Mais le maire Drapeau a convaincu M. Bronfman de rester. Et il a trouvé 2 autres actionnaires québécois, les frères Paul et Charlemagne Baudry. C'est finalement le 14 août 1968, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Windsor, que les actionnaires montréalais ont remis un premier versement de 1 120 000 $ américains au président de la Ligue nationale, Warren Giles. Quelques semaines plus tard, on dévoilait le logo ainsi que le nom de l'équipe. John McHale était nommé président, Jim Fanning directeur gérant et Gene Mauch premier gérant de l'histoire de l'équipe. Je fais des vœux de succès à l'équipe. Je sais que tous nos concitoyens ont un esprit sportif assez grand pour savoir que ce qui compte pour le moment, c'est de savoir, d'avoir cette satisfaction, de savoir que tous les plus grands joueurs de baseball au monde viendront jouer à Montréal. Il fallait maintenant bâtir une équipe. C'est lors du repêchage d'expansion le 14 octobre 1968 que furent connus les premiers Expos. Le premier choix du club fut un voltigeur des Pirates de Pittsburgh, Manny Mota. Vinrent ensuite le voltigeur Mac Jones des Reds de Cincinnati et le receveur John Bateman des Astros de Houston. Malgré les 30 joueurs sélectionnés, les Expos étaient toujours à la recherche d'un joueur vedette et à l'aube du premier camp d'entraînement, un nouveau venu allait changer le visage du club. En 1968, durant l'hiver, Jean-Pierre Roy, Ronald Piché puis moi, on vendait des billets de saison puis des billets pour la saison 69 pour les Expos. Puis là, à un moment donné, vers 9 h le matin, un lundi matin, Jim Fanning arrive, me tape sur l'épaule, il dit « Hey, il dit, si on pouvait obtenir Rusty Stubb, est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ça? » Ben, il dit « T'es fou, Rusty Stubb, c'est comme... à Houston, c'est comme Maurice Richard à Montréal, tu peux pas échanger ce gars-là. » Il dit « Je te dis, j'ai des chances de l'avoir. » Là, j'ai dit « Pour qui? » Ben, il dit « On a un paquet de gars qu'on a repêchés. » Il dit « Je ne le sais pas encore. » Mais il dit « Je vais essayer de l'avoir. » Ben, il dit « Si tu fais ça, là, tu vas avoir un gros coup de chapeau de tout le monde parce que c'est une grande, grande vedette. » C'est le 22 janvier 69 que les efforts de Jim Fanning furent récompensés. Il mit la main sur Rusty Stubb en retour de Don Clendenin et Ezo Salou. Ce fut toutefois une transaction fort controversée, car Clendenin refusa de se rapporter aux Astros. Le commissaire du baseball, Bowie Kuhn, dut donc intervenir. Il fut donc convenu que les Expos cédaient les lanceurs Jack Bellingham et Skip Gwynn aux Astros, en retour de 2 autres artilleurs, Howie Reed et Steve Shea. À la fin de ce premier camp d'entraînement à West Palm Beach, en Floride, les Expos firent un arrêt à Montréal. Un défilé avait été organisé et c'est en grande pompe que les joueurs eurent leur premier contact avec leurs nouveaux partisans. Plus de 100 000 personnes s'étaient déplacées dans les rues de la ville pour découvrir cette première édition des Expos. Et le lendemain, le 8 avril, ils se rendaient à New York pour le premier match de l'histoire. J'étais là. Écoute bien, il fallait que j'y aille. Je me suis rendu au premier match. C'était encore une fois... Moi, j'avais vécu les Royaux. Okay? Alors, il y a une espèce de 1960 à 69 qui n'avait pas de baseball professionnel à Montréal. Et quand je suis arrivé au Stade Shea, j'ai vu les Expos, j'y croyais pas. Je n'étais pas capable de me rentrer dans la tête que Montréal avait une équipe majeure. Je n'étais pas capable. Il y avait des dignitaires, puis Maître Drapeau était là, puis Bronfman, puis un tas de Jerry Snyder, puis un tas de gens. Puis finalement, on avait gagné. De peine et de misère, ça ressemblait à un match de la Ligue des Pamplemousses.
C'est au vétéran Jim Mudcat Grant qu'est revenu l'honneur d'être le lanceur partant de ce match inaugural. Un autre lanceur, Dan McGinn, a réussi le tout premier circuit de l'histoire des Expos aux dépens de Tom Seaver. Bob Bailey a obtenu le premier coup sûr ainsi que le premier point produit, tandis que Coco Laboy et Rusty Stubb ont également frappé des circuits, alors que les Expos disposaient des Mets 11-10. Après avoir amorcé la saison avec une fiche de 2 victoires et 4 défaites à New York et Chicago, les Expos ont fait une entrée triomphale à Dorval. Pendant ce temps, on mettait la touche finale aux préparatifs du premier match de l'histoire du baseball majeur à l'extérieur des États-Unis. C'est lors d'une visite au Parc Jarry à l'occasion d'un match d'étoiles de baseball junior que Warren Giles décida que ce serait à cet endroit que les Expos disputeraient leur première saison. Il n'y a aucune comparaison entre le stade du Parc Jarry dans lequel les Expos ont joué et celui dans lequel nous, les juniors, on jouait. C'était un petit stade, oui. À l'arrière, il y avait une bâtisse, il y avait du ciment, il y avait des vieux vestiaires, je me souviens. C'était assez sombre, c'était tout en ciment. C'était assez minuscule, hein? C'était tout petit. Alors, il y a eu des travaux de rénovation formidables qui ont été effectués. Des travaux formidables. On devrait plutôt parler d'un véritable petit miracle. Le Parc Jarry était un ancien stade de baseball mineur qui comptait 3000 sièges à son inauguration. En seulement quelques mois, la capacité du Parc Jarry passa à près de 30 000 places. On était donc fin prêt à accueillir les plus grands joueurs de baseball au monde à Montréal. C'est donc dans un Parc Jarry complètement remodelé qu'on se préparait à vivre cette rencontre historique. Par un superbe lundi après-midi ensoleillé, ils étaient plus de 29 000 spectateurs qui s'étaient donné rendez-vous pour accueillir le baseball majeur à Montréal. J'étais fasciné par les joueurs de baseball. Puis quand ils sont arrivés à Montréal, moi, j'étais comme un peu comme s'il y avait des extraterrestres qui débarquaient à Montréal. T'sais. Les joueurs de baseball, là, c'était ça. Là, on les voyait à la télé. On avait quelques matchs à l'époque avant d'avoir la concession. Puis, moi, j'oublierai jamais le premier match au Parc Jarry, là, au mois d'avril 69. Là, puis, mon Dieu, c'était magique. Le terrain était affreux, mais tout le monde s'était dit, puis il avait donné ordre aux joueurs, critiquez pas à rien. On n'est même pas supposé d'être ici aujourd'hui, nous autres. Les visiteurs étaient nul autre que les champions de la Ligue nationale, les Cards de Saint-Louis. Le gaucher Larry Jester était le lanceur partant des Expos. Et en début de rencontre, il a été bien appuyé par son attaque. Les Expos ont marqué 3 points en première manche, 2 en deuxième et 1 point en troisième, pour prendre les devants 6-0 au grand plaisir des partisans. Mais les Cards sont revenus dans le match avec une poussée de 7 points en quatrième manche, dont 4 sur un grand chelem de Dal Maxville. En septième manche, c'était l'égalité 7-7. Lorsque le lanceur Dan McGinn frappa un simple au champ gauche permettant à Coco Laboy de venir marquer du deuxième coussin. McGinn fut superbe en relève et les Expos remportaient ce premier match devant leurs partisans par la marque de 8-7. Le héros du match fut le voltigeur de gauche, Mac Jones. Auteur d'un circuit de 3 points dès la première manche, il termina sa journée de travail avec 5 points produits. On surnomma alors les estrades populaires du champ gauche Jonesville. Les gens l'avaient adopté, ça avait été la première vedette. C'est une vedette instantanée. J'ai rarement vu ça, moi. Pouf, c'était une vedette. Le match a commencé à 1h30.
À 4 heures à Montréal, tout le monde connaissait Mac Jones. C'était vraiment phénoménal. Mais évidemment, on s'est rendu compte avec le temps que ça... Bon, il y a eu sa journée de gloire, mais c'était pas un joueur vedette. Le joueur vedette, c'était Rusty Stubb. Mais le temps d'un match, Mac Jones était vraiment le maire à Montréal. Jones complète la saison 69 avec 22 circuits et 79 points produits. Il a passé 2 saisons et demie à Montréal avant d'être congédié en juillet 71, ce qui mettait un terme à sa carrière de 10 saisons dans les majeures. Trois jours seulement après le match d'ouverture locale, Bill Stoneman passa à l'histoire. Sharp grounder, Wills has it, bobbles it, throw to first, in time! He did it! A no-hitter! A no-hitter! A no-hitter for Bill Stoneman! Here at Philadelphia... J'étais au micro des Expos avec Jean-Pierre. Puis un vieux dicton dans le baseball qui dit « Quand un gars t'apprend à lancer une partie sans point de coup sûr, faut pas en parler, parce que ça va y porter malchance. Hey, » C'est stupide, mais ça a marché de même des années. Je comprends peut-être ça, que les joueurs sur le banc n'en parlent pas. Mais au micro, tu es obligé d'en parler. Puis moi, à chaque fois que le match avançait, puis que je faisais allusion, je disais pas directement, il était pas lancé un match en point de coup sûr, mais à chaque fois que je faisais allusion, il y a un gars qui arrivait au bâton, puis moi, je disais, 0-4, comme son prédécesseur, puis là, Jean-Pierre me donnait des coups de pied. Fait qu'il ne voulait pas que j'en parle. Stoneman est devenu le meilleur lanceur partant des Expos au cours des premières saisons. Il a remporté 51 victoires en 5 ans et il fut invité au match des étoiles en 1972. Le 2 octobre de cette année-là, face aux Mets de New York au Parc Jarry, Stoneman a réussi le 2e match sans point ni coup sûr de sa carrière lors du premier match d'un programme double. Puis le match, il voulait avoir des vétérans. Il n'y avait pas trop de jeunes joueurs. Puis il y avait pas un petit conflit, mais Mel Didier, qui s'occupait des clubs fans, lui, il voulait monter ses jeunes joueurs. Puis Marc, il n'en voulait pas. Il voulait des gars, des vétérans. Et c'est pour ça qu'on avait des vieux joueurs pour tu te rappelles de Wills, puis de Face, puis ces gars-là. C'était des gars presque finis. Un de ces vétérans était Bob Bailey, un ancien joueur prometteur au sein de l'organisation des Pirates de Pittsburgh. Bailey a finalement atteint son potentiel à Montréal. Un joueur polyvalent, qui pouvait jouer au 3e coussin, au premier et comme voltigeur. Bailey a connu 3 saisons d'au moins 20 circuits avec les Expos. En juin 69, l'équipe a obtenu le vétéran frappeur gaucher Ron Fairley des Dodgers de Los Angeles en retour de Manny Mota et Maury Wills, mécontents à Montréal. Le premier but a impressionné dès son arrivée, claquant 12 circuits en seulement 70 matchs. Fairley a porté les couleurs des Expos pendant près de 6 ans avant d'être échangé aux Cards de Saint-Louis. Les Expos avaient réclamé le receveur John Bateman avec leur 3e choix lors du repêchage d'expansion. Blessé en 69, Bateman a frappé 15 circuits la saison suivante. Le numéro 12, number 12, John Boccabella. Un autre receveur est devenu le favori de la foule, John Boccabella. Il peut remercier l'annonceur maison Claude Mouton d'en avoir fait un joueur culte. Mais la découverte des Expos en 69 fut sans contredit le joueur de 3e but, José Coco Laboy. À sa première saison dans les ligues majeures, le Portoricain de 28 ans a terminé au premier rang de l'équipe pour les doubles et les points produits. J'ai jamais rencontré un groupe de gars qui aimait ça. Se retrouver à Montréal dans des circonstances assez spéciales, un nouveau pays, une ville française. Les joueurs, ils avaient bien du fun avec ça. Puis, je sais pas s'ils nous prenaient, nous autres, les journalistes,
épicier. Il devait dire, ils connaissent rien dans ça, on va lui donner un break. Bon. Mais ils étaient gentils, les gars, que nous autres, une affaire effrayante. Évidemment, la différence de salaire entre le commentateur ou le chroniqueur sportif et le joueur n'était pas aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, c'était plus facile de s'asseoir avec un joueur et de parler de problèmes qu'on pouvait avoir en commun, que ce soit la fin du mois, l'hypothèque ou quoi. Malgré la présence de plusieurs vétérans et de quelques figures sympathiques, les Expos étaient tout de même une petite équipe d'expansion. La saison 69 a donc été marquée par quelques périodes creuses. Ce fut le cas entre le 13 mai et le 8 juin, alors que la troupe de Gene Mauch a trouvé le moyen de subir 20 défaites consécutives. À l'époque, on allait voir les Expos, mais on allait surtout voir les autres équipes. Les autres grands joueurs, les Sandy Koufax, les Bob Gibson. On allait voir les autres équipes, puis on a pris goût par la suite aux Expos. Quand j'ai vu Bob Gibson live lancé, pour moi, ça a été c'était extraordinaire. Willie Mays, Willie McCovey, Willie Stargell, McCovey, je me souviens, frappait des coups de circuit en flèche par-dessus la clôture du champ droit, puis ça allait dans la piscine des fois, tu sais. Moi, c'était vraiment les grands. J'aimais les expos, je regardais les expos, mais tu sais, c'était pas un club de vedettes à l'époque, là. Il y avait bien des bouche-trous dans l'équipe, tu avais peut-être 2-3 petites vedettes, là. Mais moi, c'était Johnny Bench. De les voir en chair et en os, pour moi, c'était fascinant. En effet, les amateurs de baseball venaient surtout voir les grandes vedettes des autres équipes. Mais ils ont également eu la chance de venir encourager un produit de chez nous, Claude Raymond. C'était le 16 mai, il y avait peut-être 24-25 000, je ne sais pas, là. C'était Ken Johnson qui était au monticule vers la 9e manche. Il y avait une coupe de coureurs sur les buts, personne de retiré. Puis moi, je faisais une coupe de fois dans l'enclos d'exercice que je me réchauffais. Finalement, Lumen Harris il a pointé des lunettes dans le bullpen. Puis c'était Claude Raymond qui s'en venait. Puis là, quand je suis arrivé au monticule, là, le monde s'est mis debout. Là, ça a applaudi ça. J'avais jamais eu ça, moi, là, une ovation du genre. Et là, Claude Mouton prend le micro, dit « Mesdames et messieurs, maintenant au monticule de Saint-Jean, Québec. » Pas des Braves d'Atlanta, de Saint-Jean, Québec. Claude Raymond. Ah! Quelle réaction. La foule, la fierté de voir Claude là au monticule, c'était une affaire à vivre. Je dirais presque aussi beau qu'un championnat comme moment. Presque aussi beau. L'intensité, l'amour, la passion, il faut le faire. De Saint-Jean, Québec. Puis là j'étais figé sur le monticule. Là, puis je savais plus comment réagir. Tout à coup, boum, la balle m'a échappé des mains. Puis finalement, à la 11e manche, Tito Francona a frappé un circuit de 2 points contre Elroy Face. Puis ça m'a donné la victoire. Puis là, les gens m'ont donné une autre ovation. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Là, j'étais sûr que je voulais venir jouer à Montréal. Le vœu de Claude Raymond fut exaucé lorsque les Expos l'ont acquis des Braves d'Atlanta à la fin du mois d'août. C'est Jean-Paul Sarrault, puis Jean Aucoin qui m'attendait à l'aéroport. Là, avec la convertible, puis il m'a emmené jusqu'au Parc Jarry. Là, j'arrive avec les Expos. Il y avait peut-être 40-45 matchs de gagner à ce point-là. Mais ça fait rien, j'étais tellement heureux de revenir chez nous. Puis, en tout cas, jouer devant mes partisans, mes parents, mes amis, puis dans le Parc Jarry où j'avais joué avant. Il se faisait appeler Frenchie avec son petit accent français et il avait l'air d'un homme doux. Il y avait un ton de voix qui était très doux. Il y avait une façon de parler. Mais sauf que quand tu le regardais lancer, c'était une bête, c'était un gars extrêmement agressif qui avait peur de rien puis qui se gênait pas pour tasser les frappeurs. Et ça m'avait surpris de constater ça, de constater qu'en arrière de ce masque-là, en arrière de cette personne-là qui avait l'air d'un intellectuel presque, il y avait un bulldog. En 1970, Claude Raymond s'est imposé comme releveur numéro 1, mais il a dû faire preuve de patience. Ce n'est qu'au début juin que le gérant Gene Mauch lui a finalement fait confiance en fin de rencontre. Raymond a saisi l'occasion et il a terminé la saison avec 6 victoires et 23 sauvetages. Un record d'équipe. Chaque fois que j'allais au monticule, je sentais que j'avais
tous les Québécois derrière moi, j'avais tous les Canadiens derrière moi, parce que dans ce temps-là, les expos, c'était de l'Atlantique au Pacifique, c'était des partisans des expos. Puis quand j'arrivais au monticule, Fernand Lapierre, il jouait « He's got the whole world in his hands ». Et là, ça me stimulait, puis là, les gens m'ont vraiment, vraiment aidé à connaître cette saison-là. Toutefois, dès l'année suivante, Raymond a perdu son poste en fin de match, alors que Mark lui a préféré Mike Marshall. Puis, au terme de la saison 71, Frenchie reçut un appel du directeur gérant Jim Fanning. Cette journée-là, Jim Fanning, moi, j'ai l'impression que il doit s'être dit, ben Gene Muck ne l'aime pas, puis il avait essayé de me donner une diminution de salaire de 20 parce que tu avais le droit à 20 Ça, c'était au mois de décembre. Il m'avait appelé dans son bureau, puis là, je l'avais descendu à 10. Là, j'étais prêt à accepter, puis tout à coup, il dit, on s'en reparlera, là. Fait que là, on ne s'est jamais reparlé entre ça. Des fois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, là, mais des fois, c'est pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, mais ça, c'en était une. Baseball lineup. Veuillez montrer vos biens, s'il vous plaît. Get your lineup here now. Program, baseball lineup here. Souvenir program. Programme souvenir des expos. Show your tickets, please. Baseball lineup now. Pour moi, l'arrivée des expos, ça a été l'arrivée du paradis. C'était le paradis qui arrivait à Montréal. Rien de moins. J'étais emballé, je ne pensais qu'à ça, je ne voulais aller que là. Dans ces années-là, là, les magasins d'articles de sport, il manquait de gants de baseball, de casquettes, de bâtons puis de balles, parce que les jeunes, il y avait un engouement extraordinaire sur le baseball. Les packs étaient pleins tout le temps. C'était vraiment, vraiment une grosse renaissance pour Montréal. Puis c'était exactement ce que moi, je voyais de Montréal quand je disais à mes chums de l'Atlanta, vous allez voir quand vous allez venir à Montréal. Vendredi, il y avait presque toujours un programme double. Là, c'était un gros party qui durait pendant 6-7 heures. C'était vraiment, vraiment le fun. Il y a eu un soir de ce septembre-là où il a vraiment fait froid. Là. On a eu comme un coup d'automne prématuré. Et croyez-le ou non, mais le match avait duré longtemps. Je pense qu'on était allé en prolongation en plus de ça. Alors, il restait une poignée de gens à 13e ou 14e manche. Le froid avait gagné plusieurs à s'en aller chez eux. Mais les gens avaient allumé, vous vous rappelez que c'était en métal, hein, en aluminium ou je sais pas quoi, et les gens avaient fait des petits feux de camp. Ils ramassaient des boîtes de hot-dog, des papiers, ils faisaient des petits feux de camp dans le stade. C'est incroyable. C'est juste chez nous que ça se pouvait. C'était un petit peu, je te dirais, un party parce que les gens n'étaient pas si connaisseurs que ça de baseball. Tu sais, je veux dire, ça commençait, etc. Fait qu'on regardait le jeu comme un spectacle, on regardait certaines vedettes, puis tu sais, le baseball, c'est pas un sport que tu dois être attentif continuellement. Fait que les gens découvraient que tu pouvais aller au baseball, tu pouvais parler avec ton voisin, tu peux t'amuser, contrairement au hockey. C'était invraisemblable, les soirées qu'on a passées là, puis le plaisir qu'on a eu là. Pas seulement que les journalistes, les amateurs de Montréal, mais également les joueurs. Même les joueurs des clubs visiteurs, même si c'était pas un stade digne des ligues majeures, les joueurs des clubs visiteurs, il y avait un fun noir de venir jouer à Montréal. Les Expos ont complété leur première saison avec une fiche de 52 victoires et 110 défaites. Un dossier identique à celui de leurs cousins de l'expansion, les Padres de San Diego. Malgré les insuccès de l'équipe, les partisans sont venus en grand nombre au Parc Jarry, alors que 1 212 608 spectateurs ont franchi les tourniquets. En guise de reconnaissance, les Expos ont fait des heureux, en remettant plusieurs cadeaux aux partisans lors du dernier match local.
Certains chanceux ont même quitté avec une casquette qui avait été fièrement portée par leurs joueurs favoris. La première saison était déjà chose du passé. Et en 70, Gene Mauch est arrivé. Et puis là, on dit, mais t'anticipes quoi comme saison? Puis le directeur des voyages, Dick Rock, avait dit 70 matchs en 70. En d'autres mots, 70 victoires en 70. Et ça a été le slogan toute l'année. Les Expos n'ont pas déçu leurs partisans lors de leur deuxième année d'existence. Ils ont même dépassé l'objectif des 70 victoires du gérant Gene Mauch. Les Expos ont terminé la saison avec un dossier de 73 victoires et 89 défaites. Une amélioration de 21 matchs. Au guichet, l'engouement pour les Expos se poursuivait, alors que l'équipe attirait 200 000 spectateurs de plus qu'en 69. Et les Expos ont gagné le 70e match. J'étais au Parc Jarry. Les gens, ça criait, ça hurlait. C'est leur premier championnat interne. Et de quelle façon? Ron Fairley qui frappe un coup de circuit en fin de 9e pour la victoire. Et quand ils ont gagné ce match-là, c'était comme le championnat. C'est le premier championnat des Expos. Le petit général, c'était Gene Mauch. Il s'est joint aux Expos après 8 saisons et demie à la barre des Phillies de Philadelphie. Sa feuille de route était impressionnante, 646 victoires en carrière et 2 fois élu gérant de l'année dans la nationale. C'est lui qui menait, puis il menait les journalistes, puis il menait les commentateurs, puis c'est lui qui avait le dernier mot tout le temps. Il y a eu des gars qui ont étiré leur carrière parce qu'ils aimaient beaucoup Gene Mauch, puis ils filaient tout le temps dans le bon sens du poil, puis tout ça. Puis il y en a d'autres qui ont vu leur carrière se terminer rapidement. Entre autres, je prends le cas de Mike Jones. Coco Laboy, sa carrière a été finie rapidement. Puis il y en a d'autres comme ça, là. Mais si Gene Mauch t'aimait, puis si toi tu l'aimais, si tu lui montrais que tu l'aimais, puis tu le pognais par le cou de temps en temps, tu pouvais rester plus longtemps. Avec les journalistes locaux, les gars de Montréal, il était très, je pense qu'il avait eu instruction de nous aider, puis je pense qu'il était obligé un peu, hein, parce que ça a fallu qu'il commence à nous envelopper. Ça n'aurait pas été bon pour l'avancement du baseball majeur à Montréal. En 1970, une recrue, Carl Morton, a fait écarquiller les yeux. Le lanceur droitier de 26 ans a terminé au premier rang de l'équipe pour les victoires avec 18, en plus de dominer au chapitre des manches lancées, parties complètes et blanchissages. Il fut nommé recrue par excellence dans la nationale et joueur de l'année chez les Expos. Le premier match, justement, on était à San Francisco, puis lui, il lisait des livres là, d'être positif, là, Psycho-Cybernetic. Là, il était là, sur le lit, puis je dis, hey, Carl, viens-t'en, on va aller manger, là, on va relaxer. J'ai un chum ici qui a un bon restaurant. On va prendre un petit verre de vin, puis ouais, mais il ne faut pas se coucher trop, inquiète-toi pas. Finalement, on est revenu, il était à 11h, 11h30, puis on jouait un match du jour. Puis là, Carl, il était inquiet. J'ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, le premier frappeur auquel tu vas faire face, là, ça va être Bobby Bonds. J'ai dit, là, Bobby Bonds, là, repousse-les du marbre un peu. Puis j'ai dit, le quatrième frappeur, ça va être Willie Mays. Fais la même chose. Il les a battus 5 fois cette année-là. Il a fait exactement ça. Puis quand il était dans le trouble là, à 8e, j'ai été préservé le match pour lui, mais c'était un gars qui avait un talent énorme, mais Gene Mauch ne l'aimait pas aussi. Alors, quand le gérant t'aime pas, automatiquement, tu as 2 prises contre toi, puis il faut que tu l'impressionnes vraiment, vraiment rapidement. Là. Un autre lanceur fort prometteur a fait ses débuts en 70. Le gaucher Baylor Moore. Premier choix de l'équipe en juin 69, Moore s'est rapidement retrouvé dans les grandes ligues.
Baylor Moore, là, il y avait une courbe à la Sandy Koufax, il y avait une balle rapide à la Sandy Koufax. Ce gars-là, s'il n'a pas eu une grosse carrière, là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un, quand tu vois un talent brut, qui essaie de polir ce talent-là. L'année d'après, ils ont commencé à lui montrer une balle glissante, il s'est fait mal au coude. Il n'a jamais été le même par la suite, parce que la balle glissante, c'est peut-être un lancer très efficace, mais c'est un lancer qui met beaucoup de pression sur le coude. Puis Baylor s'est fait mal en lançant la balle glissante, puis il n'a jamais été le même par la suite. Le 21 mai 1970, le Texan de 19 ans faisait des débuts remarqués dans les majeurs en relève face aux Pirates de Pittsburgh. C'était un match en après-midi au Parc Jarry, puis il faisait face à Willie Stargell. Puis tout à coup, il y a un gros avion, parce qu'on n'était pas loin de Dorval, les avions décollaient comme au Shea Stadium, au-dessus de nos têtes. Là, il y avait un gros avion qui passait, puis là, Baylor, il était là au monticule, puis il regardait ça. Je me souviens pas si c'est Carl McLeish ou Gene Mock qui est allé le voir. Il disait, hey, laisse faire les avions, là, t'as Willie Stargell au bâton. L'histoire se termine bien. Moore avait une meilleure sur le dangereux Stargell, en le retirant sur un ballon au champ gauche. Un autre joueur qui a marqué l'histoire de l'équipe fut Ron Hunt, à qui, avant le début de la saison 71, Hunt détenait déjà le record de la Ligue pour le nombre de fois atteint par un lancer en carrière avec 127. Puis, à sa première saison avec les Expos, le joueur de deuxième but établit un record des majeurs alors qu'il fut atteint 50 fois par un tir du lanceur. Ouais, Ron Hunt n'était pas le joueur le plus talentueux de l'histoire des Expos, mais peut-être celui qui se donnait à plein. On ridiculise souvent l'expression « il va donner son 110%, mais je pense que dans le cas de Ron Hunt, ça pouvait s'appliquer. Il exploitait au maximum le talent qu'il avait. Rusty Stubb, quand il est arrivé avec Houston, c'était les Colts dans ce temps-là. Lui, il sortait de la Nouvelle-Orléans. Il avait de la puissance. Là, tout le monde disait, ce gars-là va être un très bon joueur de baseball. Moi, j'étais à Milwaukee dans ce temps-là, puis nous autres, on trouvait ça, c'était un petit peu une farce, là, Rusty Stubb, là, parce que on le regardait courir dans le champ. Hey, ça se peut pas que ça devienne un grand joueur de baseball. Tout à coup, il nous a battu une couple de fois à Milwaukee. Là, on a commencé à le prendre au sérieux. Le joueur le plus populaire des Expos lors des premières saisons, et peut-être dans l'histoire de l'équipe, fut Daniel Joseph Stubb, Rusty Stubb. Le sympathique voltigeur de droite pouvait tout faire sur le terrain. De plus, le Grand Orange est devenu le visage des Expos, un ambassadeur hors pair qui aimait la ville, sa culture et son peuple. Il a même appris le français pour mieux communiquer avec les amateurs. Rusty Stubb, là, c'était sur vrai de vrai. Et puis, il comprenait le rôle qu'il avait à jouer à Montréal. Et puis, il jouait merveilleusement bien. En plus de ça, il n'était pas un club par parure. C'était un bon joueur. Mais coup de théâtre à l'aube de la saison 72. Stubb est échangé aux Mets de New York. Les partisans ont le cœur brisé pour la première fois. Rusty Stubb a donné le départ et le signal des Expos qu'on ne garde pas de joueurs qui coûtent cher. À compter de Rusty Stubb, faites le tour de l'histoire des Expos, même à l'époque de Charles Bronfman. Lorsque tu coûtais cher, tu étais échangé. On savait que les vedettes qui étaient là, que ce soit Mac Jones ou Coco Lavoie, Bob Bailey, ça n'allait pas durer. Alors, il fallait donner un nouveau visage et je crois que le moment était très bien choisi après 3 ans de justement donner un nouvel élan à l'équipe. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a regretté cette transaction-là. En retour de Stubb, les Expos obtiennent le voltigeur Ken Singleton, le joueur de premier but Mike Jorgensen et l'arrêt-court Tim Foley. Ces 3 jeunes joueurs ont eu un impact immédiat au sein de la formation. Jorgensen a frappé 13 circuits, Singleton en a frappé 14 et le combatif Foley a disputé 149 matchs à l'arrêt-court. Ce dernier fut le joueur d'arrêt-court des Expos pendant 5 saisons. Il fut échangé en 1977 aux Giants de San Francisco en retour de Chris Spire. Pour ce qui est de Rusty Stubb,
Il fut accueilli en héros le 27 juillet 1979 lors de son retour dans l'uniforme des Expos. Le Grand Orange a eu droit à une ovation monstre de 5 minutes des 59 000 spectateurs au Stade olympique lorsqu'il s'est présenté au cercle d'attente. À la surprise générale, les Expos se sont retrouvés bien malgré eux dans une course au championnat. En 1973, c'est un grand droitier de 6 pieds 6 pouces qui était le pilier de l'équipe au monticule, Steve Renko, qui termina la saison avec un dossier de 15 gains et 11 revers. En 1973, l'attaque des Expos pouvait compter sur 4 frappeurs de 15 circuits, dont Ken Singleton et Ron Fairley, qui en a frappé 17. Dans une division Est où personne ne semblait vouloir terminer au premier rang, la troupe de Gene Mauch s'est même retrouvée en tête avec 14 matchs à jouer. Toutefois, le rêve des partisans et des joueurs des Expos a pris fin lorsque l'équipe a perdu 10 de ses 14 dernières rencontres. Malgré une fiche inférieure à 500, il terminait à 3 matchs et demi des Mets de New York. C'était le branle-bas de combat au Parc Jarry parce que on n'était pas prêts. On n'avait jamais anticipé, après seulement 4 ou 5 ans, de voir les Expos être impliqués dans une course au championnat. Mais c'était la première fois qu'on vivait une telle fièvre. Et je me souviens, on faisait des pieds et des mains pour essayer de trouver des estrades portatives qu'on aurait pu installer du côté du champ droit, devant la piscine. On cherchait de toutes les façons, est-ce qu'on peut faire un deuxième palier au gradin derrière le stade. On cherchait tout, mais soudainement, le rêve s'est écoulé, s'est évanoui dans le dernier week-end. Le joueur par excellence en 73 fut le releveur Mike Marshall. Il a connu l'une des meilleures saisons de l'histoire pour un releveur. 14 victoires, 31 sauvetages et une moyenne de points mérités de 2,66 en 92 rencontres. Il avait terminé au 4e rang lors du scrutin pour le trophée Cy Young. Acquis des Astros de Houston en juin 70, Marshall a protégé 75 matchs en 4 saisons avec les Expos. En décembre 73, Marshall était échangé aux Dodgers de Los Angeles en retour du voltigeur Willie Davis. Âgé de 34 ans, Davis venait de remporter 3 gants d'or pour son excellence en défensive au champ-centre avec les Dodgers. Davis n'a pas déçu. Il a frappé pour 295, avec 12 circuits, 89 points produits et 25 buts volés, méritant le titre de joueur de l'année. Au terme d'une autre saison de 79 victoires, la direction a décidé de faire des changements, complétant 4 transactions, dont une fort mémorable. Ils échangeaient le voltigeur Ken Singleton. Âgé de seulement 27 ans, le frappeur ambidextre était devenu en 73 le seul joueur des majeurs à marquer et produire 100 points, recevoir au moins 100 buts sur balle, tout en frappant pour 300. Singleton a pris la direction de Baltimore en compagnie du lanceur droitier Mike Torres, auteur de 15 victoires. En retour, les Expos ont obtenu le lanceur gaucher Dave McNally et le voltigeur Rich Coggins. McNally effectua seulement 12 départs dans l'uniforme des Expos avant d'annoncer sa retraite. Coggins fut limité à 13 matchs en raison de maladie. Les Expos ont donné un gars qui frappait pour 300 avec une vingtaine de circuits et pas loin de 100 points produits par année. Et un lanceur qui éventuellement allait vous en gagner 20 par saison, Mike Torres. Et ils se sont retrouvés avec 0. L'été 1976. Montréal vit au rythme des Jeux olympiques. Alors que le stade olympique est rempli à craquer, que la Roumaine Nadia Comaneci est la vedette des Jeux, les Expos connaissent une saison désastreuse. En 1976, c'était... ils ont perdu 107 matchs. Puis, bon, il y avait un gérant recru en Carl Keel qui... je pense qu'il avait pleuré après une défaite. Là, c'était rendu pas drôle. Quand le gérant se m'embrouillait après une game, là, ça va pas trop bien. Ça a été l'année de la grande noirceur. Par contre, peu de gens s'en souviennent parce que c'était aussi une année olympique à Montréal. Fait que le baseball, là, les Expos auraient perdu 200 games, personne ne s'en est rendu compte. Là. Je veux dire, c'était une année là, à oublier.
Un des faits saillants fut la performance du lanceur gaucher Woody Fryman. Au sein d'une équipe qui a remporté seulement 55 victoires, Fryman a terminé la campagne avec un dossier de 13 gains et 13 revers, méritant le titre de joueur de l'année. Autre exploit digne de mention, celui du réserviste José Morales. Il a établi le record des ligues majeures avec 25 coups sûrs comme frappeur suppléant. Il a réussi l'exploit le 16 septembre en frappant un double contre Bruce Sutter des Cubs de Chicago. Malgré la fiche médiocre de l'équipe, l'instructeur Ron Piché voyait l'avenir d'un bon œil. On avait des très bons joueurs. On avait les Gary Carter, des Ellis Valentine, des Clyde Parrish, puis ces gars-là, Steve Rogers, ça montait. Puis on a vu, tu as vu comment on a fini. Je pense qu'on a fini la pire saison du baseball à Montréal. Mais ces gars-là, 2-3 ans plus tard, on savait qu'ils étaient pas être bons. C'est une année de transition parce que, bon, il y avait des jeunes qui commençaient à monter avec l'équipe. On savait que, bon, c'était le passage difficile vers le stade olympique à ce moment-là. Le dernier match en 76 fut à l'image de la saison. C'est sous la pluie que les Expos ont disputé la dernière joute de leur histoire au Parc Jarry. Une défaite de 2-1 face aux Phillies. Ce fut également la pire saison en termes d'assistance, alors que seulement 646 000 spectateurs ont assisté à un match des Expos. Après 8 saisons, les joueurs et les amateurs disaient adieu au Parc Jarry.